On va quitter l'Ukraine un instant et poursuivre notre route plus à l'est. Bonsoir François Langlais. Il va nous rejoindre sur ce plateau, spécialiste de l'économie, grand connaisseur de la Chine. Merci d'être là Thomas. ce soir avec nous. Elle a été et est encore le principal moteur de l'économie mondiale ces dernières années. La Chine pourrait-elle devenir désormais son principal boulet? L'état de santé de son économie inquiète. Ce qui inquiète aussi, ce sont les conséquences qu'aurait un arrêt franc de la locomotive chinoise. Certains n'hésitent pas à parler d'un moment Lehman pour la Chine, référence à la faillite de la banque américaine en 2008. Elle avait créé une crise financière mondiale. Alors, nous n'en sommes pas là apparemment. Pour bien comprendre d'abord les faits, rien que les faits, c'est l'heure de nos indispensables. Bonsoir Quentin Bérichel, merci d'être là également. D'abord, de quoi parle-t-on quand on parle de cette crise chinoise ? Eh bien, elle est d'abord immobilière, Thomas. Une image suffit pour que vous compreniez l'ampleur de cette crise. Nous sommes à proximité de Shenyang, c'est à l'est du pays. Et ce que vous voyez là, c'est littéralement une ville fantôme. Un immense complexe immobilier construit en 2010, mais arrêté subitement, quelques années plus tard, par le promoteur chinois. Des centaines de maisons qui sont aujourd'hui sans propriétaire. C'est l'un des symboles de la crise qui touche la Chine actuellement et la chute des principaux promoteurs immobiliers privés chinois. On parle là tout de même de 80 sociétés qui tombent une à une comme des dominos. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a le dernier exemple en date, Country Garden, le numéro 1 de l'immobilier en Chine. Le promoteur représente 3000 chantiers en Chine, des immeubles, des villes entières même. Le géant était vu comme l'entreprise la plus solide de Chine, mais il y a 10 jours, Country Garden annonce ne pas pouvoir rembourser sa dette colossale, 1400 milliards de yuan, soit 176 milliards d'euros, l'équivalent du PIB de la Hongrie. Cette chute suit celle d'un autre grand promoteur chinois en 2021, Evergrande, incapable de rembourser ses centaines de milliards de dettes à ses créanciers. Le groupe a depuis disparu des bourses asiatiques. Ces sommes, ces promoteurs les avaient empruntées sur les marchés et les banques chinoises. Ces défauts de paiement fragilisent donc le système financier chinois, menacé aujourd'hui d'effondrement. Alors comment la Chine en est arrivée là ? Eh bien parce que pendant des dizaines d'années, le régime chinois a accordé des crédits à tour de bras aux constructeurs immobiliers. Les prix ont alors augmenté, créant une bulle spéculative qui semble avoir explosé ces derniers mois. Le prix des maisons et des appartements est en chute libre, près de 15% moins cher dans certaines régions. Mais malgré cela, les ventes immobilières s'effondrent en Chine. Mais cette crise n'est pas qu'immobilière. Non, c'est également une crise de croissance. Et un chiffre résume tout. En 2022, regardez, le taux de croissance de la Chine n'a atteint que 3%. Alors certes, c'est loin d'une récession, mais c'est tout de même la plus faible croissance chinoise depuis plus de 45 ans. Et cette année 2023 pourrait être encore pire. Selon certains analystes économiques, il est de plus en plus probable que la croissance annuelle du PIB chinois va rater la barre des 5%. Alors l'une des principales raisons de ce ralentissement, c'est la guerre en Ukraine et l'inflation des prix. Les principaux clients occidentaux ont réduit leurs commandes faites à Pékin. L'atelier du monde produit moins et donc exporte moins. Dans la foulée, la consommation des ménages stagne également en Chine. Après un net rebond en début d'année 2023, vous le voyez, elle a de nouveau ralenti ces derniers mois pour atteindre péniblement les 1% en juillet dernier par rapport à l'an précédent. Enfin, dernier indicateur de cette crise en Chine, c'est le taux de chômage des jeunes, 21,3%, jamais vu dans le pays, à tel point que le Bureau des statistiques de Chine a décidé ces derniers jours qu'il ne publierait plus les chiffres du chômage pour cette tranche d'âge jusqu'à nouvel ordre. Un jeune sur 5 au chômage en Chine. La question évidemment qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y a un risque de contagion ? Est-ce qu'il y a un risque pour nous que nous revivions la crise financière de 2008 ? Alors, la plupart des experts indiquent que le risque est très limité, Thomas. D'abord parce que la situation est très différente de 2007. Au début de la crise, lorsque la banque Lehman Brothers s'était effondrée, elle avait entraîné dans sa chute des dizaines d'autres banques occidentales qui avaient investi massivement dans le marché financier américain. En Chine, malgré les quelques investissements étrangers, le marché est considéré comme fermé, très peu accessible pour les investisseurs occidentaux. Les institutions financières américaines ou encore européennes sont donc moins dépendantes de la situation chinoise. Et pour plusieurs spécialistes,
comme Samy Char, économiste interrogé dans Le Figaro. Les entreprises françaises ne sont pas exposées directement à l'immobilier résidentiel chinois. En revanche, si la crise dure en Chine, certains experts notent qu'il pourrait y avoir des effets tout de même sur nos économies occidentales. D'abord parce que la Chine, c'est l'atelier du monde. De nombreuses usines produisent pour le marché occidental. On pense au téléphone, au matériel informatique ou encore au textile. Si la Chine produit moins et exporte moins, la France, par exemple, aurait moins de produits chinois, ou tout du moins fabriqués en Chine, sur son marché. La consommation diminuerait. Pas forcément une bonne nouvelle pour la croissance française. Merci Quentin pour toutes ces précisions. François Langlais, quand Joe Biden qualifie la situation économique chinoise de bombe à retardement, est-il dans le vrai ? C'est les subprimes à la chinoise. Et ça a été très bien décrit par Quentin, c'est-à-dire qu'il y a cette espèce de mécanique de surinvestissement. Finalement, quand vous prenez les 40 dernières années, le PIB par tête a été multiplié par 25 en Chine. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité. Le carburant de cette croissance hors du commun, ça a été le plus grand exode rural de tous les temps. On a transporté des centaines de millions de paysans dans les villes de la côte orientale pour les faire travailler pour l'exportation sur l'Occident. Et on a construit des villes pour les loger. C'est ça, la croissance chinoise. C'est les locaux pour les loger, c'est les routes pour les faire circuler, les piscines pour les baigner, les écoles pour les éduquer. C'est ça, c'est fini. Bon, c'est fini. On a fait ce travail-là. La démographie chinoise est aujourd'hui sur un déclin important. Pour vous donner un seul chiffre, chaque année, la population active chinoise diminue aujourd'hui de 7 millions de personnes. Donc il y a évidemment une base très importante, c'est de l'ordre de 900 millions, c'est très important. Mais c'est dire l'extraordinaire rapidité de ces évolutions. Donc quand vous superposez la crise d'investissement qui est analogue à celle qu'avait connue le Japon à la fin des années 80, ou les pays émergents, les dragons asiatiques à la fin des années 90. Et quand vous superposez ça à la crise démographique et au découplage, pour les raisons politiques très bien expliquées par Quentin, vous arrivez à la conclusion qu'il se prépare un krach économique en Chine de première ampleur qui, à mon sens, remet en cause l'idée selon laquelle la Chine pourrait un jour rattraper les États-Unis. C'est pas du tout évident que ça arrive. On va parler évidemment de ce qui nous concerne, nous, Européens. J'aimerais savoir si cette crise va nous toucher ou pas. Les économistes cités par Quentin disent non, ce n'est pas exactement la même situation que ce qui s'est passé à partir de 2005, 2007, 2008 avec la faillite de Lehman Brothers. Je me souviens qu'à l'époque, de très nombreux experts nous disaient exactement la même chose. Les banques sont solides, elles sont financées, la crise est circonscrite, elle ne sera pas mondiale. Est-ce le même scénario ou pas ? C'est vrai que le système financier mondial, au fond, sa solidité est égale à celle du maillon le plus faible. Par définition. Donc, si une banque solide est en relation d'affaires avec une banque qui ne l'est pas, mécaniquement, elle prend le risque de ne pas être payée, de ne pas avoir sa contrepartie. C'est ce qui s'est passé au moment de Lehman Brothers. C'est ce qui a fait que les banques européennes ont été emportées dans la tourmente mondiale. Mais différence d'importance quand même qui a été rappelée par Quentin. New York, c'était le cœur de la finance mondiale. Aujourd'hui, la Chine, c'est pas le cas. C'est un pays très important. Mais la finance mondiale vit bien au-delà de la Chine. Donc je pense que les risques de contagion financière sont moins importants qu'à l'époque. Alors, il reste la contagion commerciale. Il y a un élément qu'on peut rajouter, c'est que des grandes entreprises comme Volkswagen réalisent les 40% de leurs profits en Chine. Si la Chine va mal, ça sera 40% en moins. LVMH vend évidemment énormément en Chine, même si, avec une sagesse remarquable, l'entreprise a développé un nouveau pied, je pense, en prévision de la crise chinoise, avec l'acquisition de Tiffany aux États-Unis. De fait, c'est un groupe qui est vulnérable. Beaucoup de groupes de premier plan occidentaux sont vulnérables au ralentissement chinois par le canal commercial. Il y a un autre élément, mais là, Sylvie connaît ça beaucoup mieux que moi. C'est les espèces disons, d'effets politiques indirects. Si la Chine retrouve une croissance de l'ordre de, je sais pas, entre 0 et 2%, le pacte social est rompu. On peut s'attendre à avoir des troubles, ou en tout cas, on peut s'attendre à ce que le pouvoir, pour prévenir les troubles,
coalise le pays dans une opération nationaliste qui, là, pourrait avoir des conséquences politiques et militaires beaucoup plus graves pour nous. Vous pensez à Taïwan et on va y revenir C'est évidemment. plutôt de ce côté-là que je vois le risque de la croissance, l'effondrement économique chinois. Quelques chiffres pour illustrer ce que vous venez de nous dire. Le FMI table sur une croissance chinoise inférieure à 4% dans les années à venir. Elle pourrait être de 2% en 2030. Oui. En admettant que ce ralentissement se fasse dans la douceur, une croissance chinoise à 2%, qu'est-ce que ça veut dire pour le reste du monde? Est-ce synonyme de récession en Europe, de récession aux États-Unis, où les échanges de dettes entre les deux pays n'a jamais été aussi important? Qu'est-ce que ça veut dire pour l'ensemble de la planète? Je ne suis pas sûr que ce soit si négatif que ça. C'est une redistribution. Je vous pose la question. Je n'affirme rien. Un monde où la Chine croît à 10 ou 12%, en grande partie d'ailleurs grâce aux délocalisations et à l'investissement occidental considérable qui a été fait dans l'industrie là-bas, il exerce sur les salaires ici une pression concurrentielle très forte dont profitent le consommateur et l'actionnaire. Ça a été les deux gagnants de l'opération de délocalisation en Chine. Ces deux-là, avec une Chine qui ralentit, ils vont probablement payer la note. Les prix seront plus élevés, on commence à le voir, et l'actionnaire, on peut imaginer que les profits seront plus faibles. Je vous parlais de Volkswagen il y a un instant, ou de LVMH. Pour autant, il y aura des gagnants, cette affaire-là. Et notamment, on peut imaginer que dans un monde où... de surcroît un peu démondialisé, avec la rivalité entre les blocs, avec une Chine qui n'exerce plus une espèce d'aspiration des capitaux d'investissement industriel. On peut imaginer que la croissance, les classes moyennes occidentales seront moins exposées qu'elles ne l'ont été dans les dernières décennies. Donc je ne serais pas aussi négatif que ça sur les conséquences de moyen terme, même si là on parle non pas de 2024, mais plutôt de l'horizon 2030. 2%, c'est tout à fait vraisemblable. Si la Chine connaît le même destin que le Japon, ça ne sera pas 2%. Ils seront contents d'avoir 2%. Et parce que l'inflation, oui, et là, ce sera autre chose. C'est zéro pendant 20 ans. Alors, je voudrais rebondir sur l'un des points que vous avez mentionné, sur les conséquences de ce que pourrait être cette crise économique si elle venait à se concrétiser. Pour l'instant, nous disent les experts au niveau mondial, ce ne sera pas le cas. Est-ce qu'elle peut déboucher sur une crise politique ou militaire? Pour dire les choses simplement, est-ce que Pékin pourrait, sous l'impulsion peut-être des plus nationalistes, se radicaliser, tenter, et certains régimes l'ont fait, par exemple, une attaque sur Taïwan pour, j'allais dire, occuper les populations à autre chose? Alors, on peut plus jamais dire jamais. Je veux dire, bon, on a effectivement l'exemple de l'invasion russe de l'Ukraine. En même temps, tous les experts militaires disent que la Chine ne peut rien faire avant 2027 sur le plan militaire, qu'elle n'en a pas les moyens. C'est demain 2027 quand même. Oui, mais il y a encore du temps, y compris peut-être pour redresser aussi l'économie. Tout ce qu'a dit François est évidemment très juste. Les 30 glorieuses de la Chine, c'était lié précisément à cet exode rural. La Chine, c'était 70% de ruraux. Et chaque année, on dépassait le pourcentage. Moi, j'étais là-bas quand on est passé à 50%. Vous avez été ambassadrice de France en Chine. Absolument. Voilà, je le précise pour ceux qui ne connaissent pas votre CV. Mais l'autre problème, c'est lié un petit peu à l'idéologie et à Xi Jinping, c'est qu'il y a une réforme qui est indispensable à faire, c'est de redonner à l'entreprise privée, qui est beaucoup plus performante, le lead d'une certaine manière, parce que et ces réformes devaient être faites, et c'est l'inverse qui s'est passé. C'est ces mastodontes économiques qui dépendent de l'État et qui ne sont pas du tout créatifs et qui ne créent pas non plus d'emplois. Donc je pense que c'est le gros problème, indépendamment évidemment des pertes démographiques qui sont essentielles, de cette crise de l'immobilier qui était plus ou moins prévisible. C'était 30% du PNB de la Chine, et les grands milliardaires chinois qui ensuite ont bâti d'autres usines dans d'autres domaines, c'était je ne sais plus comment on dit en français, c'était les développeurs, c'était les promoteurs immobiliers. Donc effectivement, la Chine doit changer de modèle de croissance.
et puis effectivement renforcer la consommation intérieure. Mais je pense que le principal, c'est ça, c'est ce rapport entre le secteur privé et le secteur de ces mastodontes très politiques qui dépendent de l'État. Et le début de cette crise, elle vient de l'État chinois, puisqu'elle a décidé de changer les règles en quelque sorte. Pardon, François, on revient vers vous dans un instant. Jean-Dominique Merchet, vous voulez réagir ? Ouais, moi, ce qui me frappe, c'est qu'effectivement, mais ça a été très bien dit, c'est qu'il y a un régime de parti unique comme celui du Parti communiste chinois doit passer un compromis, doit passer un contrat avec sa population. Ce contrat, depuis une génération, plus d'une génération, il s'appelle l'enrichissement. L'enrichissement massif et rapide, extraordinaire enrichissement de la population chinoise. Ça a assuré la stabilité du régime. Il y avait eu les années du maoïsme qui avaient été très très différentes, et puis depuis les années 80, c'est ça qui fonctionne en Chine. Si ça s'arrête, si le moteur s'arrête comme ça, parce qu'on rentrerait dans ce qui a été décrit comme le scénario japonais, c'est-à-dire la stagnation économique sur fond de vieillissement extrêmement rapide et prononcé de la population. C'est exactement ce qui s'est passé au Japon. Il faut retrouver un nouveau compromis politique entre le Parti communiste, qui est quand même une dictature, et la population. Ça ne marche pas qu'à la schlag, y compris un régime totalitaire. Ça marche aussi dans un compromis social, parce qu'il faut que les acteurs sociaux jouent le jeu. Il faut qu'il y ait une base politique. Alors c'est vrai, il y a le risque d'une fuite en avant nationaliste, rapide, en disant, écoutez, c'est maintenant ou jamais, on vieillit, il faut en gros qu'on fasse des choses avant l'âge de la retraite, et c'est maintenant qu'on va le faire. Il y a ce risque réel d'une fuite en avant nationaliste si jamais la mécanique économique rentre dans un modèle, disons, de stagnation ou de faible croissance. Il y a un vrai risque, moi je pense. François Langlais. Mais... Oui, je pense qu'en fait, ce que dit Jean-Dominique est tout à fait juste, c'est la fuite en avant, disons l'échappée possible. L'autre, mais elle n'est pas contradictoire d'ailleurs, c'est la fuite en avant financière avec l'endettement un peu à la japonaise, justement. Il y a quelque chose qu'on sous-estime considérablement, que personnellement j'ai beaucoup sous-estimé. Je pronostique cette crise financière chinoise depuis 10 ans. Donc j'étais en avance, si je dis les choses de façon flatteuse, ou un peu décalée, si je dis la réalité. Et qu'est-ce que j'avais sous-estimé ? Le fait que quand vous avez 10% de croissance et 15% d'inflation par an, votre PIB augmente de 25% chaque année. Donc votre dette accumulée diminue de 25% chaque année. Ce qui autorise l'utilisation massive du crédit, justement, pour financer ces gigantesques plans de logement qu'on a vus. Un élément, juste un chiffre pour compléter ce que disait Quentin, 150 millions de logements seraient inoccupés aujourd'hui. Donc 25% de PIB en croissance par an, ça vous assure l'impunité totale. 2% de croissance et 0% de prix. C'est 2% d'augmentation du PIB. C'est plus du tout la même limonade. C'est même pas le prix du taux d'intérêt. Ça veut dire que le pays surendetté, au lieu de pouvoir se débarrasser grâce à l'inflation de la dette accumulée, voit le niveau de l'eau monter. Et justement, c'est le scénario à la japonaise qui se profile. Vous vouliez réagir ? Non, réagir sur le contrat social d'abord. Moi, je me souviens, j'étais à Pékin au moment de la visite d'État de François Hollande et il y avait une rencontre en tête-à-tête entre les deux présidents et leurs conjoints. Et justement, Xi Jinping avait évoqué ça. Il a dit la période maoïste, pendant la période maoïste, la légitimité du parti, c'était l'unité de la Chine, l'unification de la Chine. Pendant la période de Deng Xiaoping, c'était l'enrichissement. Et il dit maintenant, il faut trouver un autre modèle. Et c'est à peu près il y a 10 ans qu'il a dit ça. Sans trouver d'autres modèles, ou au contraire, peut-être en renforçant la dimension idéologique. Oui, l'autre modèle, ça peut être Chine uberalès, quoi. Hein. Il y a eu la tentative social-démocrate de est-ce que le modèle qui a proposé, et qui justement peut-être montre ses limites aussi à travers cette crise, c'est le modèle autocratique. Parce que ce qui est frappant aujourd'hui avec Xi Jinping, c'est que on est face à une dictature, mais qui devient une autocratie dans toute sa splendeur, où le pouvoir est de plus en plus concentré entre les mains du chef,
est entre les mains de l'élite du parti. Et donc, peut-être que ça, c'est les limites, en fait, du système. C'est-à-dire qu'il ne va pas être capable de recréer une confiance qui permette de sortir, en fait, de cette crise. On les a touchés du doigt, d'ailleurs, ces limites au moment du Covid. Hein. Bien sûr. C'est fait. C'était la décision d'un petit groupe de gens stupides, coûteuses, mais finalement qui a été maintenue parce qu'il n'y avait pas de contre-pouvoir. Stupide et coûteuse, on le dit a posteriori. Souvenez-vous qu'à l'époque où la Chine a mis en place sa politique anti-Covid au tout début, avec ses restrictions d'une sévérité sans comparaison, tout le monde admirait cette discipline et ce modèle chinois. Et le faible nombre de morts, même si on se doutait évidemment que les chiffres n'étaient pas forcément livrés. Ça a changé de nature après. Bien sûr, vous avez raison. On était dans un autre paradigme. Alors c'est vrai que des pays démocratiques l'ont adopté, mais c'était des îles qui avaient pu justement contrôler les entrées sur leur territoire. Et la situation économique aujourd'hui est quand même largement le résultat de cette politique zéro Covid. Moi, j'étais en avril en Chine où il y avait un petit peu d'espoir. D'ailleurs, on le voit dans les graphiques, c'est le moment où la croissance reprenait. Mais c'est vrai que la plupart étaient très critiques sur cela. C'est cela aussi qui affaiblit cette économie. C'est cela également qui a provoqué toutes ces faillites. Parce que comme les gens, de toute façon, ne pouvaient pas sortir de chez eux, ils ne l'achetaient pas. Les entrepreneurs n'avaient plus de contrat, ils ont fait faillite. Donc ça a été en fait un petit peu en cascade et c'est le prix qui est payé aujourd'hui de cette politique qui a duré beaucoup trop longtemps. Une dernière question peut-être sur cette thématique. Cette crise possible de l'économie chinoise, est-ce qu'elle peut changer l'influence du pays sur le monde? La Chine est devenue le centre de l'Asie depuis des années et continue de l'être. Militairement, elle a autant de bateaux militaires désormais que les États-Unis. C'est une véritable puissance. Est-ce que cette crise peut changer la donne? Mais ça va tout changer, Thomas. Le socle de la puissance militaire et géopolitique, c'est toujours l'économie. Toujours. Toujours. Vous pouvez avoir des pays avec une économie fragile qui se rebellent un moment ou qui justement se lancent dans des aventures nationalistes, ça ne dure jamais. Mais il faut relire Paul Kennedy, l'histoire des empires. C'est la moindre variation de richesse se traduit par une variation des équilibres internationaux. Et on peut penser, pour cette raison-là, à mon avis aussi pour d'autres, que la Chine ne sera jamais le maître du monde. C'est pas pour ça que les États-Unis le redeviendront. Et ils n'ont plus les moyens de l'assurer. Et l'actualité qui se déploie sous nos yeux en témoigne. Mais pour autant, un pays en difficulté chez lui, si vous voulez, si on tire une ligne à 10-15 ans, la Chine, c'est un gigantesque EHPAD. Donc, un EHPAD, il ne va pas se lancer à la conquête du monde. Vous voyez, les problèmes qui vont se poser, c'est le financement de la santé, c'est le financement de la retraite. Ça va mobiliser des sommes considérables à l'aune de ce pays extraordinaire. Et tout ça dans un contexte où, ils seront coupés quand même de l'accès aux nouvelles technologies occidentales sur lesquelles ils ont pu compter sans aucune limite jusqu'à l'arrivée de Donald Trump. Et deux, au moment où, justement, à cause du surinvestissement, un petit peu comme les États-Unis l'étaient dans les années 20, la crise des années 30, c'est aussi une espèce de réaction au surinvestissement considérable qui avait eu lieu à l'époque. Donc là, vous additionnez tous ces paramètres, on a du mal à imaginer une Chine qui impose sa loi au monde. On appelle ça des bulles dans le jargon financier. Merci, les bulles, François. Le destin des bulles, c'est d'exploser. Merci François pour ces précisions